En tout cas, l'image l'est aussi, et ça va nous permettre d'introduire Hervé Rousseau sur asservir le geste à l'image, actualité et prospective de l'apport de l'imagerie dans le traitement de la... Merci beaucoup pour votre invitation, si ça marche. Merci Eric, mais de notre côté, j'étais un petit peu embêté pour savoir quel sujet j'allais aborder. Ça aurait pu durer des heures et des heures, donc le sujet est tellement vaste. Et donc j'ai forcément sélectionné quelques domaines concernant l'imagerie. Alors pour répondre à la question préalable de savoir la radiologie, qu'est-ce qu'elle fait dans cette assemblée, donc j'avoue, d'une part, même si j'ai fait un master de sciences chirurgicales à l'époque, il y a déjà bien longtemps, j'ai une triple casquette, je vais dire, avec à la fois donc, une compétence, je suis responsable du service d'imagerie du CHU à Gonville avec Toulouse, et puis après, compétence peut-être aussi dans le domaine donc, de l'étude des mécaniques des fluides, puisque je suis responsable de laboratoire, et puis depuis toutes ces années, bien sûr, une implication dans tout ce qui est endovasculaire. Donc ma conception, c'est une activité qui est pluridisciplinaire, et c'est ce que je vais essayer de vous développer. Alors, pour l'imagerie, la question qui va se poser, c'est qu'il y a eu énormément de développement, du fait en particulier des problèmes d'informatique. Il va y avoir un impact qui va être, à mon avis, triple, d'une part pour le diagnostic, d'autre part pour le guidage, vous allez voir quelques exemples, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, et puis bien sûr sur la formation. Alors, on revient un peu à l'histoire, parce que bon, je pense que nos sources sont là. Il y a un inventeur un peu fou, peut-être, en tout cas à l'époque, il a pu être considéré comme tel, qui est Charles Lotta, qui est un radiologue international des États-Unis, et qui, bon, a longtemps été mis de côté, et on nous parlait tout à l'heure de la célioscopie, et qu'on avait beaucoup critiqué les premières expériences dans ce domaine. Mais en fait, c'était un peu ce qui s'est passé à l'époque, et tout le monde disait, bon, mais c'était rigolo. Là, il a quand même eu le prix Nobel en 1978, donc finalement, on a quand même considéré que ces projets étaient importants. Le même auteur, pourquoi on parle de pionnier? Parce qu'il faut bien penser qu'il a inventé pratiquement tout ce que l'on fait aujourd'hui. C'est lui qui a inventé les stents, c'est lui qui a inventé le concept du ballon, c'est lui qui a inventé les coils qui permettent de boucher les artères. Donc le domaine d'activité est extrêmement large. Et si on revient encore une fois à l'histoire, il faut se rappeler aussi pourquoi ça s'est produit à ce moment-là aux États-Unis et Volodos ensuite en Russie. C'est parce qu'en fait, on a utilisé un matériel, une éthanol, qui est un métal à mémoire de forme, et qui était utilisé essentiellement par deux types d'applications. C'était la NASA d'un côté et son équivalent en Russie. Donc on a pu bénéficier de toute la technologie pour avancer dans le domaine militaire. Après, sur le côté imagerie, à l'époque, vous voyez ce que c'était. L'imagerie, c'était se contenter de ça, avec les précautions d'asepsie qui étaient relatives et les problèmes de radioprotection qui, bien sûr, n'étaient pas évidents, sans parler de la qualité d'image. J'ai pris cet article qui est assez récent, donc sur l'histoire de la chirurgie vasculaire, et si on se positionne avant les années 2000, on considère que pratiquement il n'y a pas d'endovasculaire, que tout est fait de façon chirurgicale conventionnelle, et que le seul moyen radiologique que l'on avait à l'époque, c'était cet écran qui permettait de lire quelques radiographies. Depuis cette époque, pratiquement on a basculé vers le tout endovasculaire, avec toutes les techniques qui ont été déjà décrites, qu'elles soient en prothèse ou qu'elles soient en angioplastie avec des systèmes plus ou moins sophistiqués. Et alors quel va être l'avenir dans les années qui viennent? Et c'est pour essayer de répondre à cette question, j'ai essayé d'aborder un certain nombre de problèmes que vous allez voir. La première chose, c'est l'utilisation de ces outils informatiques et en imagerie pour essayer de développer la compréhension et développer l'argumentation pour dire que tel ou tel patient, il faut le traiter. En fait, là aussi, je m'occupe de ce laboratoire, donc on est dans le domaine de la mécanique des fluides, c'est purement mathématique. Et donc, en fait, on applique des outils qui sont utilisés dans beaucoup de domaines, dans l'espace, utilisés dans la fabrication de produits que vous avez, certainement, ils sont passés par des CFD. La météo également, et tous ces outils permettent de les appliquer dans le domaine médical. Très brièvement, quelle est la conception de cette imagerie? On prend une imagerie, qu'elle soit scanner ou une IRM ou une échographie, on fait une numérisation du volume de l'acquisition qui nous intéresse sur la route, et ensuite on utilise des principes mathématiques pour obtenir la mécanique des flux. En pratique, ça donne quoi? Ça donne une visualisation en 3D de l'ensemble des structures vasculaires que l'on veut explorer, avec toutes les informations hémodynamiques que l'on peut imaginer, en particulier les forces de cisaillement ou les problèmes de turbulence, de flux dont on a déjà parlé tout à l'heure.
Alors, les applications, elles sont très vastes, elles concernent les gros vaisseaux, bien sûr, les coronaires, elles concernent l'application, bien sûr, sur l'aorte, qu'elle soit thoracique ou abdominale. Utilisé, par exemple, avec l'échographie endovasculaire, on peut apprécier les lésions pariétales et expliquer pourquoi, à tel niveau, telle lésion va se produire. Ça peut être intéressant également pour des applications mécaniques sur des prothèses qu'on va utiliser, puisqu'on va essayer d'apprécier les turbulences qui sont en contact du métal ou de la structure qu'on utilise, pour savoir comment elles vont marcher par la suite, qu'elles soient fenêtrées, comme on a vu juste avant, ou qu'elles soient de prothèses couvertes. Application à l'aorte, tous les domaines sont intéressants. Au niveau de maladies du tissu élastique, en particulier la maladie Marfan, ça peut permettre de prédire le caractère évolutif de la lésion. Au niveau d'une lésion qui va être opérée, on a parlé tout à l'heure de conséquences sur le plan de hémodynamique et sur la rigidité de la structure aortique après la mise en place d'une prothèse. Ce type d'information est obtenu avec des CFD. Également, bien sûr, avec l'évaluation des lésions qu'on doit traiter. Quand on regarde maintenant un peu plus en détail sur l'aorte, comment ça se passe, vous voyez ici donc, une visualisation au niveau de l'anévrisme spatial intracrânien. Donc on a une parfaite visualisation des flux qui sont à l'intérieur du sac anévrismal. Vous avez toutes les composantes, tous les paramètres hémodynamiques à l'intérieur qui vont nous permettre de prédire si cette lésion va avoir un risque évolutif. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, si on regarde cette courbe, ça donne une idée de la prévalence de complications et de ruptures en fonction du diamètre. C'est le seul critère que l'on utilise actuellement pour prendre une décision. Mais malheureusement, tous les patients ne répondent pas de la même façon. Il y a des patients qui vont avoir une lente évolution. Donc ça veut dire que si vous le traitez à un certain diamètre, vous allez traiter des patients qui ne nécessitent pas un traitement forcément. Et à l'inverse, il y a des patients qui vont évoluer très rapidement. Et pour toutes ces raisons, on essaie d'avoir des informations. Alors on a parlé de scoliose tout à l'heure. Effectivement, la scoliose fait partie des problèmes, donc ça va induire, on ne sait pas très bien si c'est parce qu'on a un anévrisme qu'on a la scoliose ou si c'est parce qu'on a la scoliose qu'on a l'anévrisme. Donc ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est de savoir ce qui se passe à l'intérieur de l'aorte. Et donc, on va voir ces paramètres qui vont être étudiés, à la fois sur le Walsh stress, à la fois sur les perturbations du flux, et quels sont les facteurs qui vont entraîner qu'il y a une thrombose à l'intérieur. Vous avez ici une représentation, une modélisation sur un anévrisme vrai. On met en place un matériel à l'intérieur qui est complètement fictif, et on étudie qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'aorte. Et donc, vous voyez qu'il y a une redistribution sur cette prothèse dont on a parlé tout à l'heure, qui est une prothèse qui est avec de multiples filaments et qui permettent de rediriger le flux dans le sens de la lumière et diminuer la thrombose, diminuer la pression sur la paroi aortique. On a fait une étude parce qu'il faut prouver le bénéfice de ce que l'on fait. Donc c'est cette étude, c'est un PHRC qui est actuellement en fin d'étude et on a plus de presque 300 patients qui sont inclus et on a essayé de préciser quels étaient les facteurs prédictifs d'évolution de l'anévrisme. Et donc il y a quelques informations qui peuvent être intéressantes, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Alors sur le plan de l'imagerie, qu'est-ce que l'on obtient? Vous voyez ici sur une cohortation assez caractéristique où il y a une étude des flux, vous voyez très bien les turbulences que l'on observe, la circulation sur les branches collatérales, donc on a toutes ces informations et on a la mesure de pression non invasive de part et d'autre de la lésion qu'on étudie. Ici c'est un autre concept, c'est une étude sur une prothèse, donc ça c'est en scanner dynamique, et on a l'étude de savoir comment se comporte, et on a parlé tout à l'heure de rigidité de la paroi aortique une fois qu'on a mis en place ces prothèses, et vous voyez ici ce que l'on peut étudier. On a parlé de ce type de matériel également, donc une prothèse munie d'un sac qui va thromboser le sac anévrismal, et en fait des questions se posent, c'est savoir comment ça se passe au contact de ce changement de calibre entre la partie aortique susrénale et surrénale, comment ça se passe au niveau des collatérales, donc on peut ainsi observer les variations qu'il peut y avoir à l'intérieur. Une application qui me paraît aussi vraiment importante, c'est les applications dans le domaine de la dissection. Actuellement, la tendance est de dire qu'il y a des facteurs prédictifs qui permettent de savoir à quel moment il va y avoir une évolution de cette dissection. Il y a beaucoup de papiers qui paraissent là-dessus, et avec cette mécanique des fluides, on peut avoir des informations sur tous les paramètres, quelle que soit l'incidence que l'on pratique. Alors, on va avoir donc des informations au niveau des portes d'entrée, au niveau des portes de sortie, et voici quelques exemples. Donc ça nous permet de modéliser et savoir quels sont les facteurs prédictifs, donc d'avoir des résultats très précis sur le résultat. Et je vous montre ce que l'on obtient actuellement. Donc vous avez ici une dissection avec une porte d'entrée supérieure et inférieure. Et on peut imaginer de façon virtuelle mettre en place une prothèse à l'intérieur qui va exclure la porte d'entrée et on va prédire le devenir de ce traitement. Donc vous avez le même résultat en distalité. Sur le plan de l'imagerie, vous voyez ici comment ça se représente. Donc avant le traitement et après le traitement, donc de gauche à droite, vous avez ici la modification des flux à l'intérieur des différents chenaux grâce à ce type de technique. Ainsi, au niveau de collatéral distal, on va savoir ce qui se passe au niveau du faux chenal.
Et donc ça va être un critère important pour nous, pour la décision thérapeutique de ces différentes pathologies. Vous avez ici, avant et après le traitement, les différentes modifications. Donc vous imaginez bien qu'on peut avoir toutes ces informations de façon très précise. Alors le deuxième grand progrès qu'on a pu observer, c'est, je vous ai montré un panneau classique de lecture de radiographie. Maintenant, il y a des capteurs plans, donc qui nous permettent d'avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus précises, et qui surtout vont faire évoluer la technique, non seulement sur le plan de la qualité, mais également sur le plan des possibilités, puisque actuellement on peut faire une rotation, donc autour de, si ça veut bien partir, voilà, donc en fait on a des informations qui nous permettent de découper dans l'espace en 3D, d'avoir toutes les informations sur les structures vasculaires, sur les structures osseuses, les structures des parties molles tout autour, et donc avoir énormément d'informations qui vont être ensuite traduites sur les techniques de reconstruction qu'on utilise en scanner, avec différents plans de reconstruction, différentes modalités. Vous voyez ici sur les anévrismes intra-rénaux, ce que l'on peut avoir comme information. Et également, on a des outils qui nous permettent de nous diriger. Donc c'est un genre, c'est le road mapping si vous voulez, ou c'est un GPS artificiel qui va nous permettre de nous guider à l'intérieur de l'espace. Alors quelques explications cas cliniques pour expliquer un peu l'intérêt. Ici on a une acquisition donc rotationnelle en paire procédure. Donc on a une acquisition qui est en tournant à 180 degrés et ainsi on va avoir une information en 3D sur l'ensemble des lésions que l'on va explorer. Alors vous avez ici donc, si ça veut bien marcher, non, bon, en fait ça permet de voir dans les différents plans de l'espace, donc on peut voir une vue antérieure ou une vue postérieure. On a également des images de road mapping, c'est-à-dire en 3D, on peut se déplacer dans l'espace pour mobilité. C'est vraiment l'équivalent de GPS que l'on peut utiliser. Ensuite, il y a un deuxième concept, c'est qu'on peut fusionner les informations, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'utiliser ces images en capteur plan avec d'autres sources d'informations par le scanner ou l'IRM. Alors jusqu'à présent, la difficulté, si vous voyez ici une association d'une salle d'angiographie avec un scanner, c'était très compliqué, avec des problèmes d'asepsie. Vous imaginez, on avait des consoles un peu partout et on n'avait pas du tout une superposition des informations. Et là, maintenant, actuellement, sur un seul écran, on va avoir toutes les informations. Des images de scanner, des images d'échographie, des images d'angiographie en 3D, ce qui est parfois un peu complexe à gérer, mais qui est très utile. Alors, les applications, vous avez ici, dans le domaine de la fusion, le traitement, on a parlé des problèmes essentiels des nanoprothèses, c'est les problèmes des fuites. Donc, on fusionne des images obtenues avec une autre modalité d'imagerie, avec l'image d'angiographie. Ensuite, on va avoir la possibilité de se projeter dans l'espace et on a des outils qui nous permettent de nous guider. Donc on a un trait qui est virtuel, ce que l'on va suivre pour aller jusqu'à la cible de la lésion qu'on veut traiter. Ici, c'est un exemple pour illustrer. Vous avez ici donc une fuite qui est liée au niveau d'une branche de l'artère hypogastrique, une artère glutéale. Et grâce à cette technique de repérage, on va avoir la possibilité de piquer directement à l'artère nourricière de cet anévrisme. Et ainsi, on va avoir la possibilité d'avoir une embolisation très sélective. Donc, bon, ça ne marche pas. Une embolisation très sélective de ce faux anévrisme. Les techniques qu'on utilise pour la fusion cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on va projeter les informations sur l'image de scopie. Donc, on a différentes méthodes pour le faire. Donc, on fait deux projections qui vont permettre de recaler les structures osseuses et les structures calcifiées ou les repères qu'on peut utiliser comme guidage. Ensuite, on a la possibilité d'avoir une représentation spatiale en 3D. Et vous avez ici donc, la possibilité de voir en 3D donc, une superposition entre l'image virtuelle que l'on a obtenue avant et les images donc, de placement de prothèses au cours du traitement. Pour les dissections, encore une fois, c'est très utile. Vous avez la difficulté de vous repérer tous les points importants dans la dissection, les portes d'entrée et les collatérales. Et ensuite, on va avoir une représentation spatiale. J'aimerais bien que ça marche. Ça ne marche pas. Donc en fait, l'avantage c'est qu'on va pouvoir extraire les vrais chenals et le faux chenal. On va avoir une superposition avec des repérages des différentes collatérales qui nous intéressent sur des portes d'entrée. Et ensuite, on va avoir une visualisation. On va avoir ensuite une visualisation
du vrai et du faux chenal tout au long du traitement. Donc on va avoir la possibilité de visualiser que le vrai chenal ou que le faux chenal, d'avoir des repères très précis qui vont nous permettre de placer correctement le matériel. Et vous avez ici une visualisation en silhouette le contour de l'aorte. Donc il faut bien imaginer qu'on peut tourner tout autour de l'aorte et positionner correctement ce type de prothèse à branche à l'étage thoracique. Également une autre application sur des traitements sur des déchirures pariétales au niveau d'une collatérale. Donc on peut traiter ces patients avec le repérage entre la vraie lumière et le faux chenal. Donc on traite ces patients avec endoprothèse. Vous voyez ici l'imagerie 3D obtenue juste après qui confirme l'exclusion de cette lésion. Dernier point sur le plan de l'imagerie, il y a la convergence entre l'IRM et l'angiographie, voire faire un traitement sous IRM. Vous savez qu'il y a des contraintes maintenant en termes, ce n'est plus que la radioprotection, mais également la protection par rapport au champ magnétique. Il y a des outils qui ont été développés qui ne sont pas si faciles à utiliser, il faut quand même passer entre les aidants. Et donc il y a des outils qui sont en cours d'évaluation, qui permettent donc de reconstruire et donc de déplacer donc, le tube à l'intérieur même d'une salle d'IRM. Difficulté qu'on connaît, c'est une difficulté de repérer ces outils parce qu'il faut une spécificité. Et vous voyez ici un ballon avec deux repères qui sont mis en place pour des explorations sous IRM. Il y a également dans les champs magnétiques la possibilité de se repérer dans l'espace et donc de s'orienter et de guider ainsi des cathéters par champ magnétique pour avoir un traitement très précis. C'est très utilisé en électrophysiologie avec des progrès techniques qui permettent de faire ça à distance. Donc c'est la même chose que ce que l'on fait actuellement avec des techniques comme la technique de Magellan, qui est un robot qui permet de travailler à distance par rapport à la pathologie que l'on veut traiter, donc en étant protégé par rapport au patient. Alors je ne peux pas finir sans parler des progrès technologiques que vous connaissez tous, qu'on voit beaucoup dans le domaine du grand public, à savoir la réalité augmentée et la réalité virtuelle. La réalité augmentée, ça veut dire il y a par exemple la possibilité d'avoir des lunettes de ce type, je vais essayer de tester, c'est assez impressionnant, où en penchant la tête, vous avez la possibilité d'avancer dans le scanner, d'orienter les plans de coupe. Et donc ça, c'est assez extraordinaire. Vous avez la possibilité également de faire de l'holographie. Il y a une équipe israélienne qui est très pointue là-dessus, qui va vous permettre, à partir des informations obtenues par scanner, de découper, de s'enfoncer à l'intérieur de l'organisme, et de voir exactement, et éventuellement, quel que soit le plan de section, de voir exactement ce qui se passe à l'intérieur des structures vasculaires ou cardiovasculaires. La réalité virtuelle, on a parlé de formation tout à l'heure, je pense que c'est simplement un outil essentiel dans la formation, mais également dans la pratique, où vous imaginez importer dans votre image réelle les informations de l'informatique, et ceci a un impact, à mon avis, essentiel dans le domaine de la formation, mais je n'ai pas le temps de trop le développer. Pour conclure, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des avances qui sont vraiment fabuleuses concernant l'imagerie en particulier, et tout ça pour essayer d'améliorer l'efficacité et la sécurité. La durée d'hospitalisation et le coût des interventions aussi, c'est un objectif majeur actuellement, bien sûr, et la formation. Alors quand on voit cet avion, on ne peut pas imaginer qu'il va voler, et quand on regarde un peu dans l'histoire, il y a pour le téléphone, Bell qui avait proposé cette invention à Western Union, ils avaient dit que ça n'a vraiment aucun intérêt, c'est trop compliqué. En fait, la société qui a surmonté Bell par la suite a racheté Western Union quelques années plus tard. Si on regarde le problème des rayons X, vous voyez que probablement le chercheur le plus connu de l'époque avait dit simplement les rayons X n'ont vraiment aucun intérêt. Et en fait, si on va se rapprocher un peu plus de notre période, en 2007, Steve Ballmer, qui était le bras droit de Bill Gates, avait dit franchement, les smartphones n'ont franchement aucun intérêt. Donc, probablement, je voudrais conclure là-dessus, il est difficile de dire ce qui est impossible. Le rêve d'hier et l'espoir d'aujourd'hui et la réalité de demain, je vous remercie. Merci beaucoup. Des questions? Excusez-moi ma question béotienne, mais je voudrais savoir quelle est la quantité de rayon que le patient va recevoir pour un remplacement aortique haut, moyen, bas, et a-t-on dans l'histoire des cas de sarcome radioinduit chez tel patient, bien que la survie de ces patients est quand même relativement modérée et que donc il faut prendre un certain temps avant d'avoir des sarcomes radioinduits. Voilà. C'est une question béotienne mais importante.
est essentielle, elle n'est pas importante. Ce que je vais dire, alors, la première chose, c'est que effectivement, on a quand même profité également dans le domaine du progrès de l'imagerie, également des progrès en termes de radioprotection. C'est-à-dire, si je parlais des capteurs plans, c'est-à-dire les outils qu'on utilise actuellement, ils ont d'une façon drastique diminué la quantité de radiation pour les patients et pour l'ensemble du staff. Donc ça, c'est la première chose. Pour répondre à la question sur les complications radio-induites, il y a essentiellement ce que l'on sait, c'est qu'il y a des radiothermiques qui sont liées essentiellement donc à des problèmes d'irradiation qui sont faites de façon très focalisée dans un point très particulier. Deux localisations, il y a le cœur, il y a au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, si vous passez 3 heures dans le même endroit à essayer de placer un stent qui fait un traitement ou faire une embolisation, il y a des risques à ce moment-là. À ma connaissance, je n'ai pas entendu parler de problèmes de ce type pour la mise en place d'une prothèse, par exemple, à branche ou des choses comme ça. Mais le champ d'exploration est relativement plus large, donc il y a une diffusée qui est plus importante. Donc le risque d'irradiation, à mon avis, est moins. Mais c'est vrai que c'est potentiellement un danger. Et là, on avait fait un travail avec plusieurs équipes, dont Stéphane Hollande, on a parlé tout à l'heure, sur la radioprotection maximale pour un anévrisme de l'aorte abdominale. Et quand on regarde, encore une fois, c'est un anévrisme standard 5, dosimétrie et excessive grâce au progrès, à la précaution, c'est pas que l'outil que l'on utilise pour diminuer la radiation, c'est l'esprit, vraiment avoir cette philosophie d'essayer à tout prix de diminuer les radiations, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des chiffres assez bas. En termes de réalité augmentée, est-ce que tu peux imaginer un jour qu'on ait dans les lunettes l'ensemble de la salle d'angio? J'entends par là les écrans, qu'on n'ait plus besoin en fait d'écran. Pour moi, encore une fois, c'est un peu ma conclusion. Je ne suis pas capable de répondre trop à la question parce que je ne suis pas sûr de l'incidence. Pour nous, on a déjà pratiquement tout sur les écrans devant nous, main libre, donc on n'a pas de trucs sur les yeux ou entre les mains, donc c'est un gros avantage d'avoir cette liberté. Mais c'est vrai que ça en train d'arriver. Si on regarde les Google Glass, ce dont on a parlé dans le grand public, ça n'a pas marché parce que dans le grand public, il n'y avait pas d'application. Donc ils ont arrêté de fabriquer ça. Si dans le monde médical, on dit bon, mais finalement ça apporte quelque chose d'avoir tout sur autour de soi directement visible, c'est vraiment bluffant sur un petit écran. Au début, je pensais qu'on n'allait rien voir. En fait, en bougeant la tête, on arrive à tout faire sans manipuler quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on peut faire défiler les images, on peut agrandir, on peut faire passer les séries. En fait, c'est fabuleux. Mais il y a toujours un gap entre l'économie et les applications parce qu'il n'y a pas toujours la même motivation. Et Hervé, justement, à propos d'économie au sens monétaire du terme, ce que tu nous as montré est évidemment fantastique, porteur de développement extraordinaire. On a néanmoins l'impression qu'on vit dans les pays occidentaux dans un système de santé dont les moyens économiques ont tendance à se réduire, en tout cas l'écart entre ce qu'on voudrait pouvoir utiliser, d'une part, une espèce de croissance exponentielle de ce qu'on souhaite, et puis en même temps, au mieux une stabilisation des besoins, peut-être à l'avenir une réduction. Donc qu'est-ce que tu vois, toi, comme argument et comme radiobiais à faire valoir pour assurer un maximum de transfert de ces technologies vers le patient? Mais je pense que c'est un effort de tous qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on peut obtenir des équipements si on trouve une supériorité par rapport à ce qui existe. C'est-à-dire si on diminue les complications, si on diminue la durée d'hospitalisation, ce sont autant de paramètres, il faut le prouver, qui vont permettre vis-à-vis des instances de trouver une alimentation et une justification pour une alimentation de coûts de matériel. C'est pas la réponse. C'est vrai qu'on est dans un monde économique où on va plus de nouvelles restrictions sur la diffusion et le développement. Mais je pense que si on arrive à prouver que, et je pense que c'est la réalité, à prouver que la durée d'hospitalisation est plus courte parce qu'on a moins de complications, à ce moment-là, on a un gros argumentaire par rapport aux instances. Dans votre expérience à Rangueil, tout cet équipement doit avoir permis d'augmenter le pourcentage de malades traités par endoprothèse. Oui, indirectement. Alors, je ne peux pas du tout le chiffrer. C'est sûr que ces progrès techniques poussent un peu plus loin les limites de l'endovasculaire. Donc ça me paraît évident. Et donc, si on considère que l'endovasculaire a un intérêt, c'est vrai qu'on augmente l'activité, on augmente. Et pour les patients, je pense que ça a un intérêt.
question d'un soléocien. Je peux me demander qu'est-ce que c'est que le risque de la résonance magnétique nucléaire, si c'est uniquement sur le tissu vivant ou si aussi sur les tissus morts. Parce qu'en anatomie, on fait du scanner des crânes anciens et on nous demande quelle est la dose délivrée. Pour la résonance magnétique nucléaire, je vous pose la question. Alors là, enfin, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à la question. En fait, on va tous découvrir là maintenant qu'avec les champs magnétiques, il y a également des problèmes par rapport à la radioprotection. Et donc là, il y a une norme européenne qui vient de paraître, où on est obligé, et tous les établissements sont obligés de rentrer dans ce cadre-là. Donc on va être obligé de respecter des normes de champs magnétiques, professionnels et par patient. Après, par rapport à la réponse par rapport aux pièces anatomiques, je ne suis pas du tout. On ne le demande pas. Non, je ne crois pas. Non. Et pour le scanner, on vous demande. D'avoir des informations sur le... Oui, ils ne veulent pas que leur crâne, donc je ne donne pas le nom du crâne, c'est celui des cartes probables. Le membre, on nous a demandé combien on avait délivré. Et le radiologue a dit beaucoup moins que sur le vivant, parce qu'il n'y avait pas de partie moins. Oui, et il a donné ça. S'il y a de l'air, il y a beaucoup de variations. Oui, il y en a beaucoup moins, parce que la machine s'arrête. Mais pour la résonance magnétique nucléaire, comme on ne sait pas quel est le risque, et ils vont nous le demander aussi, parce que ça vient très vite. Après, juste un petit, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit avant, mais dans le domaine donc, de l'exploration de l'anatomie, actuellement il y a des techniques qui sont fabuleuses d'angiographie sur le patient, enfin pas sur le patient, oui, le patient décédé. Sur le patient décédé, qui sont extraordinaires, les informations qui sont fabuleuses. Oui, on est bien d'accord. Mais là, je pensais surtout à l'os sur la pièce. Oui, honnêtement, sur une pièce osseuse, ça n'a pas un impact. Oui et non, c'est-à-dire qu'on peut sûrement avoir d'autres informations. Merci beaucoup. Non, ça n'a pas de diagnostic, pas un diagnostic. Bien sûr. Merci beaucoup.